Bien, Daniel Garrigue, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce local un peu frais de Canal Pourpre. Refroidi. Tu es présent aujourd'hui, on se tutoie, je préfère le dire tout de suite parce qu'on se connaît. Oui, oui. Donc non, on va pas... Ah, puis surtout, on est récepteur du livre avec dédicace. Voilà. Donc on te reçoit pour ce livre qui a été édité chez l'Harmattan, qui s'appelle « Le temps des gaullistes de gauche ». Que tu as mis quelques années à écrire et qui est sorti en mois de recherche, qui est sorti recherche et écriture, qui est sorti en septembre, si je ne fais pas de bêtises, 2018. Je vais commencer par une citation qui est à la page 197 de ton livre, une citation assez courte. Le contexte, on est en 1962 et c'est Gilbert Grandval, qui est au ministère du Travail, qui écrit au général de Gaulle. Alors, que de misère plus ou moins cachée côtoie un luxe parfois insolent. Que le relèvement même du niveau de vie ouvrier ne soit acquis qu'au prix de plus dures conditions de travail. Que surtout, de trop nombreuses catégories de citoyens n'aient pas conscience de participer aux responsabilités ni aux bénéfices de l'expansion. Voilà les principaux motifs de l'opposition au régime. J'ai trouvé que ces citations étaient faisait assez écho à ce qu'on vivait actuellement. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est tout à fait juste. Il y avait un problème d'inégalité sociale. Il n'y avait pas la crise, on était en période de croissance, mais 62. Il y avait beaucoup de gens qui restaient en arrière et les revenus avaient du mal à suivre. C'est l'époque où il y a eu la grève des mineurs un peu plus tard, en 63, et le fameux comité des sages qui a lancé l'idée d'une politique des revenus. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas abouti, mais l'idée c'était Jacques Delors, qui était l'un des principaux acteurs. C'était l'idée quand même de maîtriser les revenus et d'avoir une redistribution plus juste des revenus. Et puis il y avait aussi des situations de pauvreté très fortes que Grandval évoque, qui a été évoquée aussi à la même époque par un autre gaulliste de gauche, Paul-Marie de Lagorce, qui a écrit un ouvrage sur la pauvreté. C'était le temps des bidonvilles. Oui, tout à fait. Alors, et puis le problème de l'accès, de la place des salariés, des travailleurs dans l'entreprise. C'est un problème sur lequel on a plutôt régressé qu'avancé. Alors on reviendra sur ce thème tout à l'heure, mais cette citation, en fait, on pourrait dire rien n'a bougé depuis 62, ce qui est faux, parce qu'il y a quand même eu les accords de Grenelle. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tout cas, on retrouve toujours cette idée d'absence de participation et de redistribution des richesses qui pose problème. Alors du coup, j'aimerais juste... C'est ce qui s'appelle... C'est le problème de la démocratie économique et sociale. Je dirais, c'est un sujet dont on ne parle plus aujourd'hui. Et curieusement, on s'en est tenu dans cette affaire, on parle de la démocratie politique. Mais le problème de la démocratie économique et sociale, il est toujours sous-jacent. D'accord. Alors, juste avant de commencer, j'ai un cadeau à t'offrir. Tu vas l'ouvrir devant la caméra. Je te laisse. Bon. Ça n'a rien à voir avec la boîte, c'est ce qu'il y a dedans qui est intéressant. Oui. Et merci. Attention. Ah, ben voilà. Le général de Gaulle, très bien, c'est superbe, superbe. Vachette. Un mug Colombais. C'est sur la panne en pot de vin. Oui, tout à fait. Bien. Voilà. Alors justement, avec les. Est-ce que tu peux la voir ? Les illustrations. C'est le général. Voilà. Alors son grand homme, c'est le général. Ce général de Gaulle, il est un peu fantôme dans ton ouvrage, parce que en fait, ton travail, c'est sur les gaullistes de gauche. Il apparaît évidemment. Est-ce que l'intention première de ton livre, qui est un livre d'histoire, c'était de rendre justice à ces hommes qui t'ont inspiré ? Mon intention première, c'est sûr, c'était de leur rendre justice, parce que c'est vrai on parle d'eux, mais on en parle, on dit il y avait les gaullistes de gauche, mais sans savoir, en général, sans aller plus loin. Ouais. On sait en général qui c'est, on dit il y a Capitan, Vallon, Léo Hamon, les autres on les a oubliés, notamment Grandval, qui a quand même été un très grand ministre du Travail. Et puis, mais on cherche pas à savoir vraiment quelles idées
il défendait. Alors après, dire que le général de Gaulle, dans cette affaire, apparaît un peu comme un fantôme, non, mais j'ai centré effectivement le travail, j'ai centré le travail sur les gaullistes de gauche, mais c'est vrai quand même, ce que j'ai montré, c'est qu'ils avaient quand même une place marquée auprès du général de Gaulle, et que le général de Gaulle attachait beaucoup d'importance à leur pensée, et qu'à certains moments, je dirais, il a mené les mêmes batailles qu'eux. En 68-69, il a dans une large mesure repris les thèmes sur lesquels se battaient les gaullistes de gauche. Est-ce qu'on peut faire juste une différence entre se réclamer du gaullisme, enfin, j'ai l'impression qu'on peut faire une différence entre le gaullisme et De Gaulle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que oui, je comprends. Non, mais le général de Gaulle, le général de Gaulle, je pense qu'il s'est plus perçu lui-même comme un acteur de l'histoire, comme quelqu'un qui a essayé vraiment à la fois de défendre son pays. Enfin, il y a eu la résistance, il y a eu l'appel, il y a eu la France libre, mais quelqu'un aussi qui a essayé de transformer, de faire des réformes profondes en France. Mais le gaullisme, mais il n'a jamais cherché vraiment à bâtir une doctrine en tant que telle. Et quand il écrit ses mémoires, il explique quand même de manière très approfondie ses choix, ses décisions, mais il n'a pas systématisé ça dans une doctrine politique. Alors que les gaullistes de gauche, c'est ça quand même un de leurs apports importants, c'est qu'ils ont essayé de montrer que le gaullisme, c'était vraiment une doctrine qui avait sa cohérence d'ensemble. L'une des leçons de ton livre, à mon avis, c'est tout de même que la victoire de ce qu'on appelle le gaullisme, quand victoire il y a eu, après tout, il est quand même resté assez longtemps au pouvoir, cette victoire s'est faite contre le gaullisme de gauche. Souvent, tu expliques souvent des votations, des élections, des référendums, où tu dis ça, je crois, assez strictement, les gaullistes de gauche sont épouvantés du succès du gaullisme, et réciproquement, le gaullisme est souvent... non, je pense pas, parce que petit succès le gaullisme, c'est quand même trois idées majeures. D'abord, la démocratie politique, c'est la primauté du suffrage universel direct que Capitan a vraiment en a fait la doctrine, et vraiment le général de Gaulle, c'était vraiment la doctrine du général de Gaulle. Tous les discours, tous les choix du général de Gaulle, c'est quand même la priorité, la primauté du suffrage universel direct. Et le renvoi devant le peuple. Voilà. Non, mais je réponds sur les trois. Non, d'abord le premier, d'abord celui-ci. Le suffrage universel, excuse-moi, mais comme démonstration de la démocratie politique, ça se discute. Parce que le suffrage universel est rarement universel. Et tout à fait rarement universel. Aujourd'hui, nous sommes sous le suffrage universel pour un certain nombre d'élections, et on voit que ça ne marche pas et que c'est l'abstention qui gagne. Quoi. Oui, enfin moi je voudrais dire qu'un des problèmes qu'il y a de nos institutions aujourd'hui, c'est qu'on s'est beaucoup éloigné de l'esprit des institutions de la Ve République. Et un des problèmes, une des causes, à mon avis, profondes de la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est le fait que l'élection législative vient aussitôt après l'élection présidentielle, qu'elle n'est plus le grand rendez-vous national qu'elle était auparavant quand elle arrivait en cours de mandat, parce que le président de la République avant savait qu'en cours de mandat, il aurait à se soumettre au jugement des Français. Or aujourd'hui, on est dans un système purement présidentiel. Oui, mais alors, et ça, c'est un dérapage redoutable. Ce système présidentiel s'appuie tout de même sur la Constitution de 58. Oui, mais c'est pas la Constitution de 58. Quand dans la Constitution de 58, il y avait le suffrage universel direct pour le président, mais il y avait aussi l'élection législative en cours de mandat, qui faisait que le président, les Français pouvaient lui envoyer un message. Ça, c'est la réforme du quinquennat. Ah oui, ça c'est quand même c'est fondamental. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que la situation actuelle est anticonstitutionnelle? Je pense que la pratique
Je pense que la pratique dans laquelle on est entré depuis le début des années 2000, avec l'idée de mettre systématiquement les législatives après les présidentielles, on est sorti de l'esprit des institutions de la Ve République. Personne n'a jamais dit que c'était anticonstitutionnel. Non, c'est pas anticonstitutionnel, mais c'est pas l'esprit de la Constitution. Juridiquement, c'est pas anticonstitutionnel, mais c'est pas l'esprit de la Constitution qui est que le suffrage universel doit pouvoir se faire entendre régulièrement, y compris pendant l'exercice du mandat du président de la République. Car aujourd'hui, le président de la République, avec ce système, il est élu pour 5 ans et il n'a plus à rendre compte pendant 5 ans. D'autant qu'on ne fait plus appel au référendum, on ne recourt plus à la dissolution. Donc je dirais, voilà. Et tout le souci, entre nous soit dit, ce qui se passe aujourd'hui, le président de la République, il essaie par tous les moyens d'échapper à une consultation au suffrage universel direct. Alors que dans d'autres circonstances, le président de la République, le général de Gaulle, confronté à une situation comme celle-ci, on peut supposer qu'il aurait fait une dissolution, qu'il aurait demandé aux Français de se prononcer. Bon, de Gaulle, c'est à moi. Bah non, juste répéter. Alors vas-y, finis. Non, mais d'accord, ok. Tout ça peut se discuter parce que si on fait des élections présidentielles ou des référendums tous les 2 ans, je ne sais pas très bien si on a le temps de faire de la politique en attendant. Quoi. Enfin, je ne sais pas. Mais dis-moi, la question plus générale que je voulais poser, c'est quant à toi, est-ce que tu t'estimes le dernier des Mohicans? C'est-à-dire, est-ce que... Non, je pense pas. Non, je pense que... En termes de gaullisme de gauche, tu penses que... Oui, y en a... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se réclament du gaullisme de gauche, mais le gaullisme, quand même, les idées gaullistes parle du fond, sont toujours présentes. Après, l'idée d'indépendance nationale, l'idée que la France a quand même une... Donc ça, c'est le deuxième point. Oui, mais c'est le deuxième point. La vision qu'a le général de Gaulle du rôle de la France, c'est quand même très partagé, c'est quand même aussi, c'est-à-dire l'idée d'une France qui fait respecter les droits des peuples, qui est attentive, voilà, et qui refuse l'alignement sur les États-Unis ou sur l'Union soviétique, le refus des blocs. Enfin, tout ça, c'est quand même très caractéristique. C'était quand même très différente, parce qu'on était en pleine guerre froide. Aujourd'hui, dans un monde multipolaire, je ne sais pas comment le général de Gaulle... Enfin, un monde multipolaire, moi, ce que je vois, c'est que quand M. Trump dit « je prends des sanctions contre l'Iran », les entreprises françaises sont toutes en train de quitter l'Iran. Enfin, là, il y a quelque chose qui me choque profondément. On est revenu dans l'alignement. On est revenu dans l'alignement. C'est pour des raisons économiques, mais l'alignement, il est militaire, il est économique. Et je veux dire, à l'époque dans l'esprit du gaullisme, on se serait donné les outils nécessaires pour avoir notre indépendance de décision. Alignement, et c'est ça qu'on a perdu. Tu parles d'atlantisme quand tu parles d'alignement. C'est l'alignement sur la puissance militaire, économique, diplomatique des États-Unis. C'est ça la vérité. La souveraineté monétaire de la France. Sans doute, De Gaulle n'aurait-il pas voté Maastricht, alors, à ton avis? On ne peut pas savoir ce que De Gaulle aurait décidé sur Maastricht. C'est la fin de la souveraineté monétaire. Oui, mais je veux dire, moi j'ai dit dans mon bouquin, j'ai fait quand même un petit parallèle entre le fait que le général de Gaulle a toujours dit qu'il fallait, au lendemain de la guerre, il militait pour que l'Europe se fasse. Après, il a été un peu déçu de voir que ses partenaires n'avaient pas la même vision indépendante de l'Europe que lui. Mais une idée à laquelle il a été très attaché, toujours, c'est de faire que l'Allemagne revienne dans le cadre européen. Et il s'est battu, quand même, le traité franco-allemand, c'est quand même quelque chose de très fondateur pour l'Europe. Et ce qu'on retrouve un peu de parallèle... C'est aussi un refus de céder aux sirènes anglaises. Enfin, oui, mais ce qui est très parallèle, ce qu'on retrouve de parallèle un peu dans l'affaire de Maastricht, moi à l'époque j'étais contre Maastricht, j'en parle d'autant plus librement, mais j'ai analysé quand même un peu les choses depuis. Ce qu'on retrouve dans l'affaire de Maastricht, c'est au moment où il y a la chute du rideau de fer, où l'Allemagne risque d'être attirée par les sirènes de l'Est, et où Mitterrand a vu dans la création de l'euro et le traité de Maastricht la manière d'arrimer l'Allemagne de notre côté, un peu comme De Gaulle l'a fait avec le traité franco-allemand. On retrouve une démarche qui est un petit peu parallèle.
Personne ne le dit jamais, mais je pense que c'est pas faux. Moyennant la fin de toute souveraineté monétaire. Mais la souveraineté monétaire, De Gaulle avait envisagé aussi l'idée d'une monnaie européenne, hein, dès la fin des années 40. Commune, pas seulement unique. Oui, une monnaie commune, mais enfin, une monnaie commune ou une monnaie unique, de toute façon. Pareil. Oui, mais enfin, la souveraineté monétaire sa préoccupation à l'égard de l'Europe, elle était double. C'était que l'Europe, si on faisait l'Europe, qu'elle soit indépendante, comme il le voulait pour la France, il voulait que l'Europe décide par elle-même. Et sa deuxième volonté, c'était qu'on ne découpe pas les problèmes de la construction de l'Europe en petits morceaux, qu'on les traite de façon globale. De telle sorte que ce soit vraiment une vision politique et non pas une vision technocratique qui s'impose. Ça reste un problème. J'aimerais on reviendra après sur le premier point, il y a quelque chose que je voulais aborder avec toi, et le deuxième point, mais peux-tu finir avec la troisième caractéristique du gaullisme? Oui. La troisième caractéristique, c'est évident, c'est ce qu'on a appelé l'association capital-travail, la participation, mais c'est l'idée que les acteurs de la vie économique et sociale soient associés au processus de décision de l'économie générale. C'est la planification à la française qui a quand même connu ses plus grandes années à cette époque-là. Ou dans l'entreprise, c'est l'idée de participation qu'il faut que les salariés puissent se faire entendre dans l'entreprise. Ce que tu appelais de tes vœux, à tes vœux d'ailleurs, la semaine dernière. Je l'ai dit. Alors, parce que je pense que c'est toujours d'actualité. Alors revenons sur le premier point justement, sur le suffrage universel. De Gaulle, il a quand même mis 4 ans pour faire inscrire le fait que le président soit élu au suffrage universel. Il arrive en 58, il faut attendre 62 pour que le président soit élu au suffrage universel. Avance direct, hein, je parlais. Comment tu expliques cet écart? Pourquoi est-ce qu'en 58, De Gaulle n'a pas dit, le président il sera élu au suffrage universel Je pense que l'idée a été... Il pensait plus, lui, que les deux outils du président, c'était le référendum et la dissolution. Et ce qu'il a amené, on dit c'est l'attentat du petit Clamart, en fait cette idée elle était quand même portée, et les gaullistes de gauche ont beaucoup, et il y a quelqu'un en particulier qui a beaucoup poussé vers l'élection présidentielle, on l'oublie, c'est Léo Hamon, qui a le premier... qui a le premier fait un peu la théorie de l'élection, il l'a fait dès 58, il en a parlé. Alors, certains y étaient favorables aussi, parce que d'autres... C'est beaucoup les professeurs de droit, à l'époque, qui ont beaucoup parlé de ça. Maurice Duverger, notamment, il me semble, eux, ils étaient favorables à une évolution plus style américain, avec un président élu d'un côté, mais sans pouvoir d'action réciproque entre le Parlement et le président de la République. Ce qui est quand même pas... Alors, pour rebondir... On voit bien ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Sur ce que disait Gilles tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait dire en gros que on pourrait, même si on va voir qu'il y a des différences entre les gaullistes de gauche, dire qu'ils sont moins conservateurs, parce que c'est vrai qu'on entend parler du gaullisme ou de Gaulle, on est plutôt dans la droite de l'échiquier. On pourrait les qualifier de moins conservateurs d'un point de vue social, ou même sur ce deuxième point, sur le principe de droit des peuples. C'est évident que ce sont des gens qui sont... une chose qui est importante à souligner, c'est que ce sont des gens qui sont issus de la résistance, qui ont participé à la résistance, mais aussi à tout le mouvement de réflexion qui a eu lieu au sein de la résistance. L'idée d'un travaillisme, l'idée d'un grand parti travailliste, qu'ils ont essayé plusieurs fois de relancer. Et c'est vrai qu'ils ont une vision progressiste des choses. Mais le général de Gaulle, on l'oublie quand même un peu trop souvent. Le gouvernement de 44-45, c'est certainement le gouvernement qui a fait le plus grand nombre de bouleversements en France. Qui ont été remis en cause, qui ont été grignotés. Mais de Gaulle n'a jamais remis en cause les nationalisations, je le fais observer. Tant que de Gaulle a été là, aucune nationalisation n'a jamais été remise en question.
parce qu'on était aussi dans une époque des 30 Glorieuses, donc voilà, on va pas faire d'accord, mais enfin bon, ceci dit, il y en a eu d'autres après, on était peut-être plus tout à fait dans les 30 Glorieuses, mais qui ont remis en question. Je reviens sur ma question, le gaullisme de gauche actuellement. Alors, j'ai rien contre le suffrage universel, simplement, il me semble que cette solution est usée ça ne veut pas dire qu'il faut s'en passer, mais manifestement, ça ne suffit pas à assurer la démocratie. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Oui, non, mais ça, d'accord. Alors, simplement, ma question, c'est est-ce que la vraie solution, enfin, si c'est une solution un peu négative, mais enfin, il s'agit quand même du capitalisme financier qu'il faudrait réduire, sinon abolir, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt la libéralisation extrême qui donne... mais voilà, on est entré dans un système de libéralisation extrême, ce qui fait qu'on n'a plus aucun levier qui permette d'agir. Merci Maastricht. Voilà, et je dirais notre capacité de décision, aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'entreprise, elle est devenue pratiquement nulle. Voilà. Et je dis, s'il y a vraiment un questionnement qu'on doit avoir aujourd'hui au niveau national, mais aussi au niveau européen, c'est comment retrouver les outils, les procédures, les autorités qui nous permettraient quand même de contrôler un peu les choses et de peser sur le cours des événements. Je fais observer que beaucoup de puissances aujourd'hui ont gardé ces outils. Les Russes, ils ont les outils. Les Chinois, ils ont les outils. Les Américains, ils ont les outils. Ils n'ont pas forcément les mêmes outils. Même les Émirats qui ont des fonds souverains ont ces outils. Et je trouve, j'ai vu, ça m'a beaucoup intéressé de voir que l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve posait lui aussi cette question à propos des procédures anticorruption en disant il y a une asymétrie parce que les Américains se sont dotés d'outils qui leur permettent de sanctionner fortement les entreprises des autres puissances, et notamment les entreprises européennes, et que nous, en Europe, on n'a pas été capable de se donner ces outils. Voilà, on est au cœur du problème. Donc le capitalisme financier, et que je sache, en tout cas, notre président actuel n'en parle guère. Non, parce qu'il est dans le système. Le problème, enfin moi je pense que le problème du président, c'est qu'il est dans un système, il a toujours vécu dans ce système, et qui s'est jamais posé de questions là-dessus. Ce qui est quand même un problème, parce que quand on est président de la République, c'est quand même les questions de souveraineté, les questions d'indépendance, les questions d'orientation de l'économie, de la finance, c'est quand même les questions qu'on doit normalement se poser. On ne doit pas les subir. Ce à quoi l'équipe d'En Marche rétorquerait, mais écoutez, si on veut relancer l'économie française, il faut attirer les entreprises étrangères, donc leur faciliter la tâche. C'est de la blague. C'est le prétexte. Oui. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Oui, on a besoin d'investissement, mais enfin, on a aussi besoin de développer notre propre capacité d'investissement. L'autofinancement, auquel les gaullistes de gauche liaient d'ailleurs la participation, je me rappelle. C'est ça. Alors, deuxième point, sur le principe des nationalités ou le droit des peuples, les gaullistes de gauche n'étaient pas très clairs. Alors, d'abord, on peut pas parler d'un gaullisme de gauche. Je vais prendre deux exemples, le conflit, la guerre d'indépendance algérienne et le conflit israélo-arabe. Concernant l'Algérie, Soustelle et Capitan n'étaient pas du tout d'accord. Soustelle était plutôt pour l'intégration, une sorte d'intégration, et Capitan, tu l'as placé sur... dans le principe du droit des peuples à disposer les gaullistes de gauche, ils étaient pour l'indépendance. Moi, j'ai évoqué le cas de Soustelle, parce que Soustelle venait, effectivement, au départ, il est proche des gaullistes de gauche. Et c'est vrai que, dans le prolongement de la conférence de Brazzaville, il y a eu un moment où tout le monde a pensé qu'il fallait faire un grand effort à travers des solutions fédérales, je dirais, associer tous les peuples et que tout le monde ait les mêmes droits à travers cet ensemble qui était l'Union française. Et Soustelle, ça a été vraiment l'idée sur laquelle il est parti totalement, en allant très loin d'ailleurs. Puisqu'il il disait que les peuples de l'Union française devaient avoir autant de représentants que la France elle-même, voilà, dans l'Assemblée qui serait mise en place. Mais tous sont en
rentrés un peu dans cette idée. Puis après, ils se sont tous aperçus très vite qu'en réalité, il n'y avait pas la sincérité qu'il fallait pour aller dans cette direction, que le système colonial n'était pas tenable, et donc ils ont très vite compris que le besoin d'autonomie des peuples devenait un besoin d'indépendance. Et Soustelle a continué, lui, à persister sur cette idée avec l'idée d'intégration, mais les gaullistes de gauche, que ce soit Capitan, Vallon, Léo Hamon, tous, eux, sont allés vers l'idée, le constat qu'il n'y avait pas d'autre solution et que la logique, c'était l'indépendance. Et d'ailleurs, Grandval le dit quand il a été résident général au Maroc. Il dit, dans les années 52-53, il dit « Moi, j'ai en face de moi les indépendantistes marocains. » Et quelque part, je retrouve dans leurs préoccupations celles que nous avions dans la résistance. Alors, autre cas, excuse-moi Gilles, autre cas qui permet aussi de rebondir sur l'actualité internationale, le conflit israélo-arabe plus israélo-palestinien. Donc là encore, une division entre Hamon ou des gens comme Kessel qui seront plutôt proche d'Israël. Parce que, il faut le dire, Léo Hamon et Joseph Kessel étaient d'origine juive et qu'ils avaient quand même une tendresse pour Israël et qu'ils ont mal vécu le positionnement du général de Gaulle à ce moment-là. Mais c'était un cas particulier, en réalité, de ce problème du droit des peuples. Alors, est-ce que ton engagement, enfin ton héritage gaulliste de gauche explique aussi ton engagement auprès de la Palestine actuellement, ou quand tu étais dans l'amitié franco-syrienne, je crois, ou quelque chose comme ça. Je me suis intéressé à tous les pays de cette région. Est-ce que ça fait partie, ou ça fait toujours partie, ça expliquerait en partie ta position actuelle? Oui, je me suis toujours intéressé aux problèmes de ces pays, et alors, oui, forcément, du moment que le général de Gaulle... j'étais en 67, j'étais étudiant, c'est vrai que je faisais partie des étudiants qui soutenaient fortement ce qu'on appelait la politique arabe de la France à l'époque, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu les Palestiniens. C'est les Palestiniens qui sont venus me voir, parce qu'ils ont vu les positions que je défendais, et ils sont venus me parler de la cause palestinienne. C'est comme ça que j'ai été sensibilisé beaucoup à cette cause, et que je me suis engagé ensuite... notamment avec les élus communistes de Dordogne dernièrement avec... Oui, enfin, je veux dire, la cause palestinienne, il y a des gens C'est vrai que les communistes ont toujours été très engagés, mais il y a eu aussi des gaullistes qui ont été très engagés, il y a eu des socialistes, en particulier quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est Claude Bourdet, qui était un des fondateurs du PSU, des gens comme Louis Ternoir, voilà, se sont toujours impliqués fortement. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus actuellement? Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment de cette proposition de... Je ne sais pas si c'est un jumelage qui se ferait avec un village palestinien dont j'ai oublié le nom. Oui, Aloul. On est un peu en panne, mais il faut vraiment qu'on reprenne ça. D'accord. Oui, on est un peu en panne actuellement. Enfin, mais le problème, il faut retourner là-bas. Je vais essayer de voir comment on peut... ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse y aller parce que à plusieurs, et qu'on ait en particulier des gens qui soient bien au courant des dossiers d'eau, d'assainissement, parce que c'est surtout sur ces dossiers-là qu'on peut les aider. Avancer. Pour aller là-bas, tu dois passer par Israël. Oui, tout à fait. Ou à la rigueur, on peut passer... Le tampon de l'Iran? Non. Non, si. Non, mais il n'y a pas... Les Israéliens... Je crois qu'on n'a pas entendu la question de Christine qui est derrière la caméra. Pour aller là-bas, tu dois passer par Israël. On peut aussi passer par la Jordanie, mais c'est quand même très compliqué, mais on est soumis au contrôle des Israéliens. Elle se posait la question du fait que tu avais un tampon sur ton passeport iranien et que ça bloquerait... Non, parce que les Iraniens font comme les Israéliens, ils ne mettent pas de tampon sur les passeports, ils vous donnent un petit document à l'entrée qu'on doit restituer en principe à la sortie. Aucune trace. Voilà, c'est le même principe. Est-ce qu'on peut peut-être passer à ce troisième volet du coup? Oui. Il y a quelque temps, tu as eu une velléité de monter une sorte de mouvement travailliste
à Bergerac. Alors évidemment, là, on s'inspire directement du gaullisme de gauche. Tu l'as pas fait. Peut-être que le mot travailliste est trop connoté, je ne sais pas. Non, 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 mais c'est vrai, ça a perdu son sens. Tu pourrais peut-être donner les grandes lignes de ce qu'on appelle le travaillisme. Oui, alors je vais expliquer. Il y a quand même deux... C'est là peut-être qu'il y a eu des divergences entre les gaullistes de gauche. C'est que sur la place des salariés dans l'entreprise et dans l'économie, il y a ceux qui, comme Vallon, Capiton et De Gaulle lui-même d'ailleurs, ont considéré que ça se faisait par un changement de structure à l'intérieur de l'entreprise, qu'il fallait que les salariés, en simplifiant, détiennent une partie du capital de l'entreprise pour pouvoir peser à l'intérieur de l'entreprise. C'est le principe de l'association capital-travail, c'est le principe de l'amendement Vallon. Donc ça, c'est une vision. Mais et après, ils ont évolué vers une autre vision. Il y a eu le rapport Bloch-Lenné sur la réforme de l'entreprise, qui a été un moment important aussi. Ils ont évolué sur une autre idée, c'est que ça pouvait être une forme de représentation collective des salariés, mais qui pesait quand même fortement à l'intérieur, un peu un système de cogestion à l'allemande. Mais il y a une autre démarche qui est un petit peu différente. Et c'est là que c'est à celle-ci que le mot travaillisme correspond peut-être mieux, qui a été initié par Gilbert Grandval, beaucoup. C'est le dialogue permanent entre les pouvoirs publics, le patronat et les syndicats. C'est la contractualisation. C'est ce qu'a cherché à faire, Grandval, en donnant plus de poids aux syndicats, en faisant en sorte qu'ils soient davantage associés à la discussion, et c'est ce qui s'est reproduit ensuite, c'est ce qui a été relancé à l'époque de Chaban-Delmas et de la nouvelle société. C'est la contractualisation. Et ça avait été en quelque sorte initié par Grandval dans les années 62-66. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, ce qui n'est pas amusant, c'est pas un hasard, il y a un personnage qui a joué un rôle important dans les deux périodes, c'est Jacques Delors, parce que Jacques Delors était un de ceux qui était quand même, qui avait beaucoup de poids à l'époque, déjà à l'époque de Grandval, et c'est lui qui a été après l'inspirateur, dans une large mesure, de la nouvelle société à l'époque de Chaban-Delmas. On voit quand même que dans cet idéal de représentation et d'association avec le capitalisme financier, il y a un écrasement total aujourd'hui, moi j'ai cité ça. Même l'assurance chômage, par exemple. Non, mais j'ai cité ça dans mon intervention. Tout à fait. Et puis le cas le plus aberrant qu'on a près d'ici, c'est Polyreil, où, je dirais, l'entreprise est entre les mains d'un fonds de pension nord-américain. Bon, qui n'est pas forcément mal intentionné à l'égard de l'entreprise, mais qui peut du jour au lendemain, ça s'est déjà produit avec un autre fonds de pension auparavant, décider la vente. Voilà, et je veux dire, les salariés, là-dessus, ils n'ont aucun mot à dire. C'est quelque chose quand même d'effarant, alors que le développement de l'entreprise, il est peut-être lié en partie à ceux qui ont apporté des capitaux, il est lié à la direction de l'entreprise, mais il est quand même lié aussi aux salariés qui y travaillent. Est-ce que cette solution de revenir ou de recourir à une vraie politique qui, au lieu de faire des économies, comme dit notre président, ferait l'économie, ou en tout cas tenterait de la faire, ce retour à une certaine souveraineté économique est possible aujourd'hui? Moi je pense là-dessus, ce qui serait vraiment la chose à engager. Il y a quand même beaucoup d'économistes qui réfléchissent aujourd'hui sur ces problèmes, en France et en Europe plus largement. Ça serait vraiment de réunir un certain nombre d'économistes et d'essayer de travailler pour voir quels sont les outils, les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour reprendre le contrôle de l'économie. Je veux dire, les Chinois, ils contrôlent... Alors, notre modèle, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est pas les Émirats, mais les États-Unis, qui sont théoriquement un État libéral sur le plan économique, je dirais, ils ont une multitude de procédures et de moyens qui leur permettent en réalité de tout contrôler. Et nous, on les a complètement abandonnés. Donc, je veux dire, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Il faut qu'on ait une réflexion approfondie pour retrouver les moyens de contrôler. Et je dirais
dirais que là-dessus... Cette réflexion existe, il faut aussi même la pratique existe. Oui, et il faut aussi que les acteurs économiques et sociaux soient associés à cette réflexion. En Équateur, parce que c'est fondamental. Oui, il y a eu quelques exemples comme ça où les gouvernements élus ont dit stop, on arrête de parler de cette pseudo-dette, et il y en a une grande partie qui est illégitime, etc. Enfin, cette solution existe. Mais je veux dire, on peut se donner les moyens quand même de Tu vas sûrement venir à nos rencontres de tapage en avril, qui sont consacrées à la monnaie, où un très bon économiste sera là. D'accord. On parlait de ça. Volontiers. Sur cette association ouvrier, tu voulais sur le travailliste, non? Oui, non. Non, mais oui. Moi, c'était les Gilets jaunes, mais est-ce que... Alors, justement, juste citer le texte pour faire toujours... J'essaie de faire un écho. Alors, évidemment, on ne fait pas de parallèle dans l'histoire. L'histoire ne bégaye jamais. Mais ce pauvre De Gaulle, il s'est bien planté en 68, quand dans son discours, je crois que c'était fin mai, quand il dit « Nous assistons à une mutation de la société », enfin, ce mot n'était pas choisi au hasard, surtout pas parler de révolution. Donc, c'est un passage, une évolution du système. Il a totalement rejeté cette idée de révolution. Il n'a jamais refusé l'idée de révolution. En tout cas, le mot mutation était bien choisi pour lui. Surtout pas l'idée de révolution. Ça voudrait dire contester le système existant. Est-ce qu'aujourd'hui, on en vient aux Gilets jaunes, Macron ne fait pas la même erreur en refusant, en n'acceptant pas cette idée qu'il y a une révolte contre le système actuel, et en organisant cette consultation qui laisserait penser qu'on est dans une zut, dans une évolution. Mais je pense que De Gaulle, il l'avait très bien compris. Il l'avait compris d'ailleurs avant 68, parce qu'il a parlé de cette nécessité d'une mutation économique et sociale avant mai 68. Et je pense qu'il avait très bien compris. Mais seulement, le problème, c'est que, je dirais, il avait un Premier ministre qui, lui, était très attaché à la défense des structures telles qu'elles étaient. Ce qui n'empêchait pas d'ailleurs de savoir négocier. On a vu les accords de Grenelle, il a négocié, Pompidou, mais je veux dire, il était quand même fondamentalement conservateur. Et c'est vrai que la majorité de l'époque était quand même très largement conservatrice. Et De Gaulle, là-dessus, il n'avait quand même pas une prise, et il a pensé qu'à la faveur des événements de mai 68, il pouvait justement faire considérablement bouger les choses. Et c'est là qu'il a rejoint les analyses des gaullistes de gauche qui lui d'ailleurs tiraient la sonnette d'alarme depuis déjà plusieurs années. Le grand intérêt de Gaulle, c'est comme le grand intérêt de la plupart des politiciens, et dire ils sont bien parce qu'ils se sont barrés. Parce qu'ils ont... il parlait du suffrage universel, c'est vrai que ce type a dit ok, je me barre puisque vous n'êtes pas d'accord. Alors que les politiciens d'aujourd'hui, sachant les secrets du suffrage universel, c'est-à-dire aujourd'hui on est élu avec 30%, on est vachement content, évidemment ne font jamais ça, ou en tout cas rarement. Je suis assez d'accord. Mais je suis assez d'accord. C'est quand ils s'en vont qu'ils sont bien. Oui, le drame, non, c'est pas ça. C'est qu'avant les chefs d'État ou gouvernement, dans un système de suffrage universel, ils savaient tirer les leçons. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, et on voit la même chose en Angleterre, personne n'en fait l'observation. Enfin, Madame May, qui a été désavouée sur le projet de traité, la logique, ça aurait été qu'elle démissionne et qu'elle dissolve la Chambre des communes. Non, elle est dans une situation aujourd'hui qui est invraisemblable, où elle a été désavouée et elle n'est pas partie, et où les gens qui l'ont désavouée n'ont pas voté ensuite la motion de défiance. C'est le mépris complet du suffrage universel. On voit que la motion de censure n'est pas un outil. Mais c'est le mépris complet du suffrage universel en Angleterre aujourd'hui. En termes de mépris. Personne derrière. Attendez, il y a toujours quelqu'un. Il y a le leader travailliste qui ne demande pas mieux que de... En termes de mépris du suffrage universel, excuse-moi, mais la France, elle est championne aussi. En 2005, on a voté non à l'Europe, enfin, un traité européen, et on nous a dit, tant pis pour vous, mais ce sera oui quand même, quoi.
renégocier à Lisbonne avec ça. Oui, on a renégocié, mais enfin à Lisbonne, c'est quand même pas tout à fait. À Lisbonne, c'est quand même, il n'y a que quelques éléments qui ont été. C'était quand même un moyen de rattraper la balle. Oui, ça a été une manière de rattraper la balle. Mais il faut dire quand même, le traité, moi je reconnais, j'ai participé à cette affaire. J'ai fait campagne pour le oui au référendum de 2005 et j'ai approuvé ensuite le traité de Lisbonne. Oui, mais c'est marrant parce que d'habitude, c'est oui à Maastricht et non à 2005 et toi ça a été l'inverse. Bon, c'est pas grave. Entre nous soit dit, oui, mais enfin j'étais sensibilisé par des questions locales à l'époque de Maastricht. Okay. Il y avait beaucoup de sujets sur lesquels les gens étaient exaspérés ici à cause de l'Europe et par une mauvaise présentation en réalité des choses. Parce que c'était pas forcément l'Europe qui était coupable. Mais enfin bon, ça c'était une autre. Donc il n'y a pas un déni de démocratie en 2005. Non, je pense que 2005, moi je trouve l'affaire de 2005 a été lamentable de bout en bout. Parce qu'il y avait des réformes, effectivement, pour donner plus de poids aux citoyens dans l'Europe, mais les euro-libéraux ont voulu ajouter des multitudes d'éléments qui n'avaient rien à faire, et le traité, ils ont fait un traité qui était absolument illisible à force de vouloir en rajouter. Et ensuite, la bataille du traité, moi, ce qui m'a beaucoup frappé à l'époque, c'est de voir à quelle vitesse les responsables français, la plupart des dirigeants, se sont complètement désengagés pendant la campagne. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. C'est pas pour rien si ça. À part le président de la République, à part Jacques Chirac qui s'est battu jusqu'au bout. Mais enfin, moi je me souviens, personne ne voulait faire campagne pour le traité, ni le Premier ministre, ni le ministre des Affaires étrangères. Enfin, j'ai eu des mots avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque. En lui disant que c'était à lui d'y aller, et qui m'a répondu non, c'est pas moi, c'est fantastique. Ceci dit, les médias faisaient très bien la campagne en 2005. Oui, mais c'était effarant. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Chouard débarque. Alors moi, ça m'amène à la question de l'opinion, parce que tout ça, c'est une affaire dont je t'ai parlé en réponse à ton livre, mais tout ça m'interroge, moi, sur... Donc je disais, les politiciens, les meilleurs, sont ceux qui disent « Ah ben l'opinion est contre moi, donc j'y vais pas. » on se retire quand on n'a pas l'opinion avec soi. Enfin, je regrette, mais et là, ils essaient tous de perdurer, de se maintenir à tout prix. Je pense à la réflexion de Fabius pendant l'affaire du sang contaminé, où il était pas mal mouillé, et on lui disait « Mais vous avez pensé à l'opinion ?» Elle dit « Ah mais moi je ne gouverne pas par rapport à l'opinion. » Comme si c'était une évidence, que l'opinion, personne n'en avait rien à faire. Eh bien, je crois que c'est en effet ce qui est arrivé, peu à peu, après De Gaulle, après Jospin, plus personne ne démissionne sous prétexte qu'ils ont obtenu 25 ou 30%, et non pas 50% comme ils le proclament, non pas une majorité comme... Je me souviens de Juppé, élu à la mairie de Bordeaux avec 52% d'abstention, et il disait « Mon score est sans appel. Je suis... » c'est pas croyable, quoi. Non, mais ce qui est... effectivement, ce qui est grave, c'est les élections où les citoyens ne participent pas suffisamment. Non, mais je veux dire que globalement, quand même, dans notre pays, l'élection présidentielle, les gens continuent à participer. Les élections législatives, quand c'est des vraies élections législatives, les gens participent. Les élections municipales, les citoyens participent aussi. Gagne toutes les élections en France. Oui, mais enfin, il y a des élections où on vote plus qu'à d'autres. Surtout si tu ajoutes les votes blancs et les nuls, avec les abstentions, ça emporte le chapeau très vite. Donc, cette question, est-ce qu'elle est la tienne aussi? Je veux dire, comment vous vous démerdez, vous autres politiciens, pour vous assurer du soutien de l'opinion? Moi, je pense que les politiques, ils sont là pour exprimer des idées, pour être des... Je dirais la collectivité à laquelle on appartient, sur la nation ou la commune. Bon,
ou l'Europe peut-être un jour, je dirais, il faut bien qu'à un moment, la volonté commune se manifeste et qu'elle s'exprime, voilà. Et le rôle des élus, c'est d'exprimer la volonté des citoyens. Et je veux dire, et je pense que les élus, s'ils expriment vraiment les choses, ils sont portés par les... Et s'ils n'expriment pas, ils sont rejetés. C'est ça la logique de la démocratie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'escamoter le débat. 2 ans après, même pas 2 ans après l'élection de Macron, tout le monde dit Macron démission. C'est quand même le problème, c'est qu'on essaie d'escamoter le débat. Si Macron, si on était dans le système logique, c'est-à-dire Macron a été élu il y a 2 ans, on saurait que l'an prochain, il y a une élection en 2019, courant 2019, il y a une élection législative qui permet d'envoyer un autre message. Je dirais, les gens attendraient et seraient tournés vers cette élection législative. Tandis que là, oui, mais les européennes, on sait bien que ça n'a pas d'incidence sur la politique nationale. En tout cas, peu. En l'état actuel des choses. Il va y avoir des recompositions. Donc les gens, ils savent qu'ils en ont pour 5 ans sans pouvoir se faire entendre. S'il y avait une élection législative en cours de mandat, comme c'était le cas auparavant, si les gens sont satisfaits, ils envoient une majorité qui permet au président de poursuivre, voire de renforcer sa politique. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils envoient une majorité qui conteste la politique du président. Si jamais ce brave Manu t'appelle, tu lui dis « Dissous l'Assemblée, mon petit vieux, c'est le moment ». Je ne dis pas que c'est le moment dans la crise immédiate, mais je pense que la profonde erreur, c'est d'avoir... Je répète, c'est depuis 2000, c'est de faire que l'élection à l'Assemblée nationale n'est plus une véritable élection. Il n'y a plus d'enjeu. Et aujourd'hui, oui, la logique, ça serait que dans le courant de l'année 2019, il y ait une dissolution pour que les Français puissent s'exprimer. Je ne dis pas dans la crise immédiate. Parce que ça peut être dangereux. Mais je veux dire, dans le courant de l'année, moi, ça me paraît très logique. Alors attends, excuse-moi, je termine là-dessus. Ok, dissolution. Est-ce que les candidatures seront dans les mêmes conditions que précédemment ? C'est-à-dire C'est-à-dire pas tellement ouverte, si t'es pas un mec avec costume-cravate plutôt confortablement installé. Aujourd'hui, les citoyens, ils se préoccupent pas de savoir si les candidats ont un costume-cravate, ou s'ils sont bien installés dans la société. On va pas rigoler là-dessus. Je veux dire, tu vois très bien ce que je veux dire. Oui, moi je suis pas tout à fait... L'Assemblée issue pour l'instant des élections en France, l'Assemblée législative, on ne cesse de dire qu'elle n'est pas représentative de la société. Actuellement, elle est moins représentative qu'elle n'a été, vu les conditions dans lesquelles elle est élue. Le système électoral pour que les candidatures soient plus ouvertes, tout simplement plus ouvertes. Moi, je pense que l'élection législative, c'est une élection ouverte. Je vois pas... d'accord. Ah oui, je pense. Les nanas, les employés... Aujourd'hui, il y a la parité. Il y a la parité. Les formations politiques sont soumises... On n'y est pas encore. Le cumul des mandats... On a avancé. Il n'y a plus de cumul des mandats. Oh, mon œil. Non. Ça s'est un peu arrangé, ok. Oui, alors un outil comme un autre, comme le non-renouvellement des mandats, mais là tu vas hurler le scrutin à la proportionnelle, là je pense que... Mais moi je suis opposé au scrutin à la proportionnelle, parce que ça va exactement à l'inverse de ce que vous voulez défendre. C'est-à-dire la proportionnelle, c'est donner plus de poids aux états-majors politiques, à leurs apparatchiks, et c'est... voilà. Et on voit bien que dans tous les pays où il y a la proportionnelle, on n'arrive plus à gouverner. L'Italie, l'Espagne, même l'Allemagne. Ça ne donne pas plus de poids. Non, ça ne donne pas plus de poids. Il faut quand même pas exagérer. Le scrutin tel qu'il est actuellement donne le pouvoir ou le poids justement à un ou deux partis. Moi, je suis désolé, à l'Assemblée nationale, il y a quand même toujours eu un éventail, même quand il y a eu de très grosses majorités, il y a toujours eu un éventail quand même de représentation assez large. Moi, j'ai une solution. Non, moi, je pense là-dessus. Il faut supprimer toutes les conditions financières d'une campagne électorale. Oui, mais où il y a un plafond gigantesque
où seul un milliardaire peut se le permettre. C'est vrai, mais il y a quand même... dire, non, aucune campagne électorale ne doit coûter non, mais ça, on plus peut de peut-être avancer... 5 000 balles, mettons. Ouais. Voilà. On peut peut-être avancer plus loin dans cette voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plafonné, on pourrait peut-être plafonner plus bas. Plafonner très haut. Hein. Et, oui, non, mais je suis d'accord. Et ensuite, le remboursement des frais de campagne, on pourrait baisser encore le seuil à partir duquel il y a remboursement. Oui, non, mais ça contribuerait effectivement à démocratiser davantage l'élection. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, ce mec. Bah non, mais c'est parce que... Non, mais c'est pas... Mais je dirais encore une fois... alors, suffrage universel. La démocratie, oui, mais la démocratie, c'est pas que la démocratie politique. La démocratie, c'est aussi le fait d'associer les acteurs de la vie économique aux grands choix économiques. C'est aussi le fait d'associer les salariés aux décisions dans l'entreprise. C'est ça aussi la démocratie. C'est pour ça que je dis, il y a la démocratie politique, mais il y a aussi la démocratie économique et sociale. Or, sur la démocratie économique et sociale, aujourd'hui, il ne reste plus rien, pratiquement. Oui, c'est dévasté. Oui. Bah, c'est une des causes aussi de la crise actuelle. Alors, 2 exemples peut-être locaux pour développer cette idée d'association des citoyens de prise en compte de l'opinion. La mosquée de Bergerac, qui a été source de tension. Tu es intervenu. Comment tu t'as... Comment tu t'es débrouillé de tout ça? Une opposition. Mais je dirais là-dessus d'abord, je fais observer d'abord que c'est dans notre droit, le fait qu'il y ait implantation, c'est une décision de personnes privées, voilà. C'est pas. Et ensuite, je dirais, il y a un petit groupe de gens qui s'est beaucoup excité sur cette affaire. Ça n'a pas été la grande majorité des Bergeracois, je dirais, sont pas. Mais dans ce genre de tension d'opinion, là, il faut quand même que les décisions soient prises. Bon, certes, tu avais tout à fait... mais aussi une prise en compte de ce qui ressort de la part des habitants du quartier. Oui, mais on ne peut jamais... mener une action politique, ça ne consiste pas à avoir l'unanimité, sinon on ne ferait plus rien. Il n'y a pas un problème de temps. Mais je dirais, c'est là aussi que l'élection elle est importante. C'est que si les gens ne sont pas d'accord avec la politique qu'on a menée, ils vous sanctionnent. Hein. Deuxième exemple, moi, ça m'est arrivé d'être sanctionné. Hein. Deuxième exemple, c'est Benac. Tu viens de dire que c'est quand même important de prendre en compte des situations, ou en tout cas très bon exemple. Voilà. Très bon exemple. On va peut-être terminer là-dessus. Dans tes vœux que j'ai écoutés, tu parles... Ah oui, là je ne vais pas être d'accord. Tu parles tu utilises le mot de manipulation de châtelain. Je n'ai pas parlé de manipulation, j'ai dit que le Conseil d'État risquait de prendre une décision comme une juridiction de châtelain. Parce que... Tu t'opposerais à une décision du Conseil d'État, toi? Oui, parce que, dans cette affaire-là, la jurisprudence du Conseil d'État, d'abord, je vais observer que c'est des fonctionnaires, hein, c'est pas des gens élus. Je le fais observer. On est dans un système, c'est des hauts fonctionnaires. Premièrement. Deuxièmement... Cour administrative. Deuxièmement... Cour suprême administrative. Deuxièmement, dans cette affaire... moi je comprends le souci de défense de l'environnement, mais on a aussi une vallée où il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de mobilité, c'est quand même un problème majeur du département de la Dordogne. On a un projet qui a quand même essayé d'intégrer au maximum... Problème de sécurité, tu veux dire quoi? Dans la traversée de Beynac. Mais ça y est, ils ont fait les travaux. Non, ça suffit pas. Si un bus peut se trouver immobilisé avec un incendie... Tu reprends les éléments de Germinal. Oui, mais non, mais c'est pas... Oui, mais ils sont pas faux. Je sais pas. En tout cas, il y a des citoyens qui se sont constitués... Il y a des citoyens. Attends, en différentes... Alors effectivement, il y a la famille Roussillon, mais il n'y a pas que la famille Roussillon. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a aussi des habitants. Ils ont même fait... Enfin, il y en a aussi beaucoup d'habitants qui sont pour. Non, mais ils ont fait un boulot énorme. L'enquête ils ont fait un boulot énorme. Était résolument contre. Ils ont fait un boulot énorme en filmant les camions qui passaient à Beynac après l'élargissement. Ils ont filmé, ils ont montré aussi comment l'environnement, enfin, que les rives de la Dordogne, de la Dordogne avaient été
dévastés par les travaux qui ont été menés. Enfin, il y a quand même des travaux de citoyens il y a des citoyens qui allaient à l'encontre de ce que Germinal Perrault il y a des citoyens qui sont contre, mais il y a aussi beaucoup de citoyens qui sont pour. D'accord. Je le fais observer. Non, mais tu peux pas réduire ça à des châtelains. C'est un peu. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire quand même, parce que les gens qui mènent le bal quand même dans cette affaire, dans la campagne, on a de moins en moins d'agriculteurs. On a de plus en plus des gens qui ont des résidences secondaires. C'est pour ça qu'on parle d'un phénomène de gentrification de la campagne. Et c'est des gens, ils ont tendance à considérer qu'ils sont non seulement propriétaires de leurs biens, mais qu'ils sont propriétaires du paysage qui est autour et qu'on ne doit plus y toucher. Et c'est vrai qu'il y a ce phénomène. Et sort l'argument de Germinal Perrault. Mais non, mais c'est pas des Parisiens. La famille Rossillon, ils sont là depuis très longtemps. Ils s'étaient déjà opposés au projet au début des. C'était le père à l'époque. Ils s'étaient déjà opposés au projet au début des années 90. Il y a des habits de Donc c'est voilà. Mais je veux dire depuis 30 ans. Oui, mais c'est un débat. Mais je veux dire le projet tel qu'il a été fait, justement, il intégrait quand même très largement ses préoccupations environnementale, de sauvegarde du site, etc. Je ne pense pas que la CEPANSO soit d'accord là-dessus. Non, mais la CEPANSO, oui, d'accord. Mais enfin, la CEPANSO, jusqu'ici, elle n'a jamais remporté les élections. Donc là, il y a un soutien indéfectible. C'est un drôle d'argument, ça. Non, mais enfin, je veux dire, voilà, mais parce qu'on parle de démocratie. Alors non, mais tu dis, il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi le social. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, mais enfin, je veux dire, non, mais c'est une association, mais il y a d'autres associations. Mais il y a d'autres associations qui ont un point de vue différent, et un grand nombre de citoyens qui ont un point de vue différent. De gagner le sien, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Comment Nelson Mandela a perdu beaucoup de combats avant de gagner. Mais je veux dire quand même, un des problèmes majeurs de ce département, c'est quand même la mobilité. Enfin, je veux dire, mais pas à n'importe quel prix. C'est pas à n'importe quel prix. Une petite rocade à n'importe quel prix sur le train. C'est pas à n'importe quel prix. Bah oui. Sur le train, enfin, c'est quand même étonnant. On a l'impression que ce soutien indéfectible au président du conseil départemental. C'est pas un soutien indéfectible. Je soutiens pas. D'abord, j'ai pas de conflit majeur avec Germinal Perrault, et puis j'ai pas de. Mais je veux dire, c'est pas une affaire Garrigue-Perrault, c'est une affaire Voie de la Vallée de la Dordogne. Enfin là, ça a toujours j'ai toujours eu cette position avant que Germinal Perrault soit président du conseil départemental. En 92, j'ai voté pour la déviation de Baynac, déjà à l'époque. Non, mais au moment peut-être que j'ai tort de ne pas changer d'avis. Au moment du réchauffement climatique, au moment du réchauffement climatique et du gaz à effet de serre et tout ça, défendre la bagnole dans la vallée de la Dordogne, c'est un combat d'arrière-garde. C'est quand même. Il déconne, hein, ton copain. Oui, mais là je suis pas de cet avis. En Dordogne, je suis désolé, on aura encore besoin de la voiture pour se déplacer pendant longtemps. Quand on est du côté de Montpazier ou de Beaumont, je suis désolé, qu'on cherche du travail. Oui, on n'a pas besoin de bétonner, je vois pas très bien comment on peut faire sans utiliser une voiture. Il y a le transport en commun. Les transports en commun, oui, d'accord. Il y a le rail qu'on a massacré. Mais les transports en commun, c'est les autobus. Quand on est là, dans des endroits comme ça, c'est les autocars. C'est les autocars. Non, mais on a quand même massacré le rail aussi depuis longtemps, les petites lignes. Il n'y a jamais eu de rail à Beaumont et à Montpazier. Certes. Ouais. Mais en tout cas, ça ne justifie pas ce bétonnage. Non, mais je ne suis pas pour le bétonnage. D'ailleurs, on évite, entre nous soit dit, on a fait beaucoup, on a créé le parc ici, le parc de Pombonne, on défend la coulée verte du Codeau, la voie verte, etc. Donc, je veux dire, on ne fait pas... Alors, la voie verte, c'est vrai qu'on coule du macadam pour que les gens puissent circuler, mais enfin, c'est pour qu'ils puissent profiter quand même un peu de la rivière. Enfin, aujourd'hui, on passe le long de la Dordogne, on ne la voit pas. Dans ce cas, dans ce genre de conflit, tu ne vois pas d'autre solution que ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire une espèce de bataille juridique longue, compliquée, experte. Non, mais ce que je reproche aux juridictions, au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, c'est que, à force de construction jurisprudentielle, ils s'écartent de plus en plus
de ce qu'a voulu vraiment le législateur. Alors, et là, c'est là qu'il y a une dérive. Ah ben oui, mais enfin, je suis désolé, quand même. Non, mais c'est eux. Non, ils ne sont pas législateurs. Ils sont là pour dire le droit. Or, de plus en plus, ils construisent le droit. Ils se contentent plus de le dire. Tu voudrais dire, je prends un autre exemple. Et je veux dire, il y a toujours eu de la construction jurisprudentielle, mais elle prend quand même aujourd'hui une ampleur qu'on ne connaissait pas auparavant. Alors, ce qu'on appelle le Conseil... En 89, dans l'affaire, entre guillemets, du voile et du foulard, le Conseil d'État intervient, donne sa décision. Parce qu'il est là pour donner des avis au gouvernement. Donc sollicité. Donc tu penses que la décision du Conseil d'État de 89 était... Enfin, c'est à nouveau quelque chose qui va à l'encontre... Enfin, Non, je ne suis pas toujours en désaccord avec le Conseil d'État, puisque là, en train de dire sur la burqa, j'ai défendu la même position que le Conseil d'État. Bon. Donc je ne suis pas toujours en désaccord avec le Conseil d'État. Tu n'es pas pour le droit de la rivière, des grenouilles, mais si, je suis pour qu'on défende les poissons dans la rivière, je suis entièrement d'accord. Mais enfin, on existe aussi, et on a besoin et ce département, ce territoire a besoin de vivre. Ce territoire a besoin de vivre. Enfin, je sais ce que c'est la difficulté l'été d'aller de Bergerac à Sarlat. Vous la savez tous. Bon. Tu voulais pas parler des Gilets jaunes, mais on en a déjà parlé des Gilets jaunes. Oui, un petit mot peut-être. Donc en gros, j'ai vu que tu allais faire... enfin, la ville de Bergerac allait faire 6 débats en février. Tu as déjà réfléchi au processus, à la procédure. Tout à fait. Vous allez choisir les thèmes au début de la réunion, c'est ça? Voilà, moi ce que j'ai proposé, c'est à ceux qui seront présents qu'on choisisse un certain nombre de thèmes en fonction de ce qui sera proposé. On essaiera de leur suggérer différents thèmes. Il y en a qui sont dans la lettre du président de la République, il y en a que j'ai évoqués dans mon propre discours. Il y a des gens qui peuvent venir avec d'autres thèmes. On verra quels sont les thèmes que les gens veulent retenir. À partir de là, on créera des petits ateliers, peut-être 4, 5... et une synthèse aussitôt. Et les ateliers, il y aura des personnes qui seront chargées de recueillir des rapporteurs. Et ensuite, synthèse aussitôt et débat sur ces conclusions. Les cahiers de doléances... Qui ne seront pas forcément d'ailleurs des conclusions cohérentes. Hein, ça peut être un ensemble de propositions. Les cahiers de doléances de Bergerac, c'est déjà parti? On les a mis en place dès le mois de décembre. Et ils sont copieux jusqu'ici? Oui, c'est pas volumineux, mais à la mairie, il y a pas mal de gens qui écrivent. Ouais. Et on en a mis aussi dans les antennes services publics à Caville. Il y a un certain nombre de gens qui ont écrit aussi. D'accord. Ok. Ouais. Bon, on va s'arrêter. Voilà. Alors après, le débat, moi je dis le débat, on ne peut pas refuser un débat. Enfin, c'est. Oui, bien sûr. Ça me paraît. Les gens qui disent il ne faut pas faire de débat, enfin, je veux dire. Pour terminer, juste, avec son scepticisme, le scepticisme qui va avec. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, je veux dire, il faut encourager les gens à débattre. Pour terminer par là où on a essayé de commencer, des retours de lecteurs assidus, de gaullistes de gauche. J'ai pas eu beaucoup de retours, honnêtement. Il y a un certain nombre de personnes qui ont acheté ce livre. Il y a un certain nombre de gens qui l'ont lu. Des gens qui m'ont dit que ça les avait beaucoup intéressés de le lire. Tant mieux, ça me fait plaisir. Mais de vraies analyses, j'ai eu celle de Gilles. C'est la seule que j'ai reçue jusqu'à ce jour. Et celle de Bernard Lachaise, évidemment, qui a fait l'introduction. L'introduction. Ouais. Oui, donc on a vraiment l'impression d'une somme qui est justifiée ce que tu as toujours été, parce que je sais pas si tu as il n'est pas schizophrène, toujours ça, été gaulliste, c'est pas trop de gauche. Il n'est pas schizophrène. Il est peut-être paranoïaque, mais il n'est pas schizophrène. On pouvait se demander. Et donc d'autres... est-ce que ça va te pousser peut-être à écrire des choses sur toi, sur les... Ah oui. Le repli sur soi. Ouais. C'est pas le repli sur soi. Non, mais ça m'amuserait, pour l'instant j'ai pas beaucoup de temps, mais ça m'amuserait d'écrire des choses que j'ai vécues, de raconter des choses que j'ai vécues, parce que bon, j'ai vécu des choses. Alors, c'est pas pour faire dire ça, c'est pas. Mais c'est parce que je me rends compte, et je m'en suis rendu compte en écrivant ce bouquin, c'est extraordinairement utile
d'avoir des témoignages de gens qui ont vécu les événements. C'est leur point de vue, ils le racontent. Voilà. Ça a la valeur relative d'un témoignage. Collectif. Ça a la valeur relative d'un témoignage, mais c'est quand même, et je dirais, bon, moi j'ai vécu un certain nombre d'événements, j'ai des analyses sur ce que, je sais des choses qui sont passées, et ça m'intéresserait effectivement de l'écrire. Mémoire de la vie. Voilà. Enfin, une partie de la vie politique voilà. d'Bergerac, quoi. Et je pense que c'est utile. Et je sais que ça m'est arrivé avec des gens qui font de la politique, ou qui s'étaient mis un peu en retrait, de leur dire, vous devriez écrire ce que vous avez vécu. Je connais bien, par exemple, vous parliez des communistes, je connais bien l'ancien secrétaire de Georges Marchais. Je lui ai dit que ça serait vraiment intéressant qu'il écrive ses mémoires. Et lui, quelque part, ça le gêne vis-à-vis de Georges Marchais. Bon, et voilà, mais je veux dire, un jour les historiens seront heureux de pouvoir... Il ne faut pas débattre entre nous, il faut aussi débattre avec soi-même. Comme ça. Christine voulait ajouter quelque chose? Pas du tout, tout va bien. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie de l'intérêt. Et à plus tard pour la suite des événements. Inch'Allah. Merci. Bon.